Alors on va reprendre dans l'ordre. Est-ce que c'est vrai que ça vous a fait du mal à un moment, justement, qu'on vous assimile, et Bruno a employé le mot, au traître? Je dis pas ça simplement les Guignols, mais même les journaux sérieux, c'est-à-dire de quitter papa pour aller ailleurs. Bon, que ça permet de faire des sketchs, et puis au moins ça a permis de faire parler. Parce qu'avant, le thème sur moi, c'était formidable, c'était toujours la même chose, c'était l'ambition. Comme si on pouvait se trouver par hasard quelque part. Moi, j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup me battre. Je n'ai pas hérité d'une circonscription. C'est vrai, j'ai toujours voulu faire de la politique. Parce que j'ai cru que ça avait de l'importance, je crois en mes idées. Et quand il a fallu Pas choisir... comme métier, comme idée. Pourquoi comme métier Guillaume Durand, depuis quand... Je sais bien que la mode voudrait, et la facilité, qu'on s'excuse de faire de la politique, dit comme ça. Mais Est-ce que vous allez souvent chez le dentiste en disant mais c'est un amateur de génie, il est dentiste de temps en temps, je vais chez lui. Pourquoi voudriez-vous que le seul endroit où le mot métier ait un sens péjoratif, alors que partout on dit il fait un beau métier, ou c'est un vrai professionnel, partout c'est une signification positive, là où il s'agirait de diriger un pays, une ville ou un département, on devrait s'en excuser. Donc c'était ça, c'était l'ambition. Non, mais parce qu'en politique, il y a toujours cette idée, pardonnez-moi, d'aller au fond de cette affaire-là, cette idée de l'idéal. C'est-à-dire qu'on ferait ça par engagement, par idéal, presque par sacrifice personnel. Et je ne vois pas ce qui ferait gagner quelque chose à l'idéal de le faire mal ou de le faire en amateur. Est-ce que vous croyez que les professionnels du football aiment moins le football que lorsqu'ils étaient tout jeunes et qu'ils ont rêvé de faire ce métier? Moi, j'ai rêvé d'avoir cet engagement, de pouvoir avoir cette responsabilité. Alors, sur Balladur et Chirac, je ne veux pas me défiler, j'ai choisi. J'ai choisi en toute clarté, en novembre 1993. J'ai été le premier. Mais je m'en suis expliqué, mais parce que j'ai pensé à ce moment-là que Édouard Balladur, dont j'étais le porte-parole et le ministre du budget, avait toutes les capacités pour être président de la République. Point final. Donc j'ajoute un mot. Pardonnez-moi, mais Chirac ne les avait pas. Je n'ai pas à m'excuser d'avoir eu des convictions. Il y a tellement de gens, mais vous en recevrez tellement, qui vous expliqueront qu'ils ont fait ça, mais qu'ils n'ont pas tout à fait fait. Qu'ils choisissent cette voie, mais que c'est pas formidable, mais que l'autre, ils auraient pu la choisir également. Moi, je suis plutôt carré, plutôt entier, peut-être trop. Mais quand je l'ai fait parce que je pensais que Balladur était le meilleur. Mais j'ajoute que... Pardonnez-moi, mais sans faire Mireille Dumas, parce que c'est pas tellement mon registre, mais est-ce que le fait, je vais être encore plus franc, que vous en ayez pris un moment plein la figure, pour employer notre expression, ça vous a touché? Oui. Ou est-ce qu'au fond, vous vous êtes dit, mais c'est une bande de connards, ça m'est totalement égal, je vais faire mon métier, justement. Je dois la vérité de dire que parfois, j'ai pensé ça aussi. Mais je ne pense pas qu'on est là pour mettre nos états d'âme en permanence sur la place. Non, c'était sur le fond. Non, vous me demandez si ça vous a touché. Ben, franchement, c'est moins agréable de perdre que de gagner. Et c'est pas toujours formidable quand pendant 6 mois vous prenez les guignols, bibaboum, bababoum, bababoum. C'est pas formidable. Dans peu de temps, ça va revenir. Oui, ça, je me fais pas d'illusions. C'est nulle part ailleurs. Mais enfin, disons que moi, maintenant, de ce que j'en ai vu, je suis de l'autre côté de la télécommande à effacer la mémoire. Mais quand vous êtes dans la tourmente, eh bien, c'est pas agréable. Mais dans le même temps, on ne peut pas imaginer mener un combat politique, avoir des responsabilités, sans un moment ou un autre connaître l'échec, avoir des épreuves, avoir des cicatrices. C'est la vie, elle est ainsi. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait à visage découvert. Et je ne le regrette pas. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes... Pardon, je vais faire une comparaison. Non, mais vous excusez pas avant de dire des choses désagréables, mais franchement. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que vous pourriez être, puisque vous êtes avocat comme Mitterrand, une sorte de Mitterrand au moment où il a eu les pires ennuis de sa carrière? Parce qu'il en a eu des terribles. Non, mais d'abord, je ne sais pas si... cette histoire-là avec... J'ai compris. Bon, Mitterrand, j'ai été 2 ans à la table du Conseil des ministres, puisqu'il était président de la République. C'est quelqu'un dont je ne partageais pas les opinions. C'est quelqu'un dont je n'aimais pas tellement la personnalité, parce que je n'aimais pas la façon dont il jouait avec son entourage, mais dont j'ai respecté profondément la ténacité, cette ténacité incroyable. Mais ça se voit dans vos yeux. Qui l'a permis de devenir ce qu'il est devenu, et puis le courage, notamment sur la fin de sa vie. Alors, il y a 2 ou 3 questions à caractère quasiment historique, parce qu'on est à nulle part ailleurs, mais on aime bien ça aussi. C'est vrai que personne n'a compris pourquoi le président de la République actuelle a dissous l'Assemblée nationale. Et il y a même Denis Jeanbart, qui est un journaliste que vous connaissez bien, qui a écrit dans un livre dont on a beaucoup parlé que c'était probablement la décision la plus bête ou la plus incroyable qui a été prise en politique ces dernières années. Et c'est toujours le mystère. Vous étiez là pour un certain nombre d'années, vous aviez la majorité, il n'y avait aucun problème, il suffisait de changer Juppé, et bang, tout est perdu en 48 heures. Je voudrais vous rappeler que
au moment où a été prise cette décision, je n'étais pas si en odeur de sainteté que je pesais sur la décision. Je ne peux pas tout assumer non plus. Non, non, mais c'est une interprétation. Non, mais franchement, c'est assez difficile de me dire, avec le talent qui m'a été dit, mais alors finalement, vous l'avez laissé au moment où ça commençait à devenir intéressant pour vous et pour lui, et là de me demander pourquoi il a pris une décision à un moment donné où peut-être avez-vous vu que je n'étais pas tout à fait spontanément et régulièrement reçu. Et pourquoi personne n'a réussi à le convaincre d'en prendre une autre? Alors je la tourne. Je pense que dans cette affaire, ce n'est pas la dissolution qui était une mauvaise idée. Je pense que la dissolution, ça pouvait être une bonne idée à condition que le discours derrière suive. Autrement dit, si on annonce aux Français un événement fort, on interrompt le mandat des parlementaires pour provoquer de nouvelles élections, mieux vaut avoir quelque chose à dire. Et quelque chose à dire de fort. Pourquoi vous n'avez jamais été de gauche? C'est parce que vous veniez d'un pays qui était un pays satellite du monde communiste, ou vous n'y avez jamais pensé, ou parce qu'il y a des gens qui ont évolué politiquement? Bon, franchement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre. Je trouve que les aspirations de gauche à plus de justice, ça aurait pu, et je comprends que ça puisse toucher, mais toutes les expériences dans le monde qui donnent du boulot aux gens, qui marchent et qui créent de la richesse, ce sont des expériences d'origine libérale. Or, si on veut partager, l'acte de partage est un acte noble, mais avant de partager, il faut créer. C'est pas le cas de Tony Blair en Grande-Bretagne, par exemple, même s'il a hérité de Thatcher. Vous savez que Tony Blair, lorsqu'il rencontre Lionel Jospin, ne comprend pas ce qui se passe en France. Bon, Tony Blair est assez largement à ma droite. Est-ce que je peux vous montrer des images dont tout le monde a beaucoup parlé? C'est un beau jour, donc il y a peu de temps. Vous sortez de chez le président de la République. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nicolas Sarkozy allant à l'Élysée après justement cette bouderie? Et qu'est-ce que vous voulez que je raconte là? Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez ressenti Bon, c'était un geste de rassemblement qu'il a voulu faire, montrer que la rancune était jetée à la rivière. C'est un geste auquel j'ai été sensible. Pour le reste, je n'ai parlé à personne du contenu de notre entretien, de ce qu'on s'était dit, comment ça s'est passé. Et vous ne le direz jamais? Non, je ne le dirai jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent à écrire systématiquement tout ce qu'ils ont vécu, parce que si on veut qu'il y ait des moments d'authenticité, des moments forts, ce n'est pas la peine de les raconter. Je pense que tout ce qu'on vit n'a pas vocation, d'abord n'est pas forcément intéressant pour les gens, et n'a pas vocation spontanément à être mis sur la place publique. Finalement, alors pourquoi encore ça serait le seul domaine où l'impudeur serait la règle permanente? Il faudrait aller aux 20h pour expliquer ses douleurs, aller aux 20h pour expliquer ses joies, aller aux 20h pour expliquer ce qu'on s'est dit dans un entretien, et donc il n'y a plus rien de possible.